Merci à tous et on passe la parole cette fois-ci à Blaise Debien, CESU 34, les CESU et leur université. Madame la conseillère technique du ministère de l'Université et de la Recherche et de l'Innovation et tout ça. Ma chère Christine, ma chère collègue de Dordogne et tous ici ensemble, amitié à tous. Oui, on parle des universités, on parle aussi de la liberté. Merci Julien pour cette thématique qui nous est chère dans nos CESU. Chère dans nos CESU parce que finalement la liberté c'est une valeur universelle. Universelle comme la liberté, oui en effet, l'égalité, la fraternité, dans une société où finalement on a trouvé des diminutifs. On parle d'égalité avant, on parle maintenant d'équité, avant on parlait de fraternité, on parle plus finalement aujourd'hui de solidarité. Donc attention, la liberté, j'ai essayé de trouver un diminutif. Finalement, je n'ai pas trouvé. Parce que finalement, la liberté, probablement, c'est un combat. Et en effet, c'est celle qui guide le peuple. C'est une utopie aussi, depuis de très longues années. François Rabelais, avec son abbaye de Thélème, qui était vraiment cet espace de liberté où il était marqué dessus, fais ce que tu voudras. Oui, mais ce n'était pas sans avoir aussi des règles. Et ces règles, c'est simplement celles qui sont énoncées par Jean-Jacques Rousseau, mais qui l'étaient aussi par Socrate. Connais-toi toi-même et tu seras un homme, et puis peut-être finalement tu seras un dieu. En tout cas, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite soi-même, très probablement. Il n'y a pas de liberté non plus sans transmission, et on parle d'université aujourd'hui, c'est important. Et il suffit de regarder cette croix des arts libéraux qui structurait l'enseignement au Moyen-Âge. Vous voyez bien que enseignement et liberté étaient liés. Oui, en effet, il n'y a pas de liberté sans travail, probablement. Il n'y a pas de liberté sans combat. Il n'y a pas de liberté sans cadre. Oui, d'ailleurs, la statue de la liberté, elle est guidée par la connaissance. Et dans la main gauche, on a bien aussi des règles et un cadre. Donc, mais en fait, c'est quoi la liberté? Ce sont des droits, ce sont des devoirs d'interprétation selon sa propre conscience. Et ça, c'est une notion importante. Pour accéder à la liberté, probablement, il faut un cheminement. Il faut savoir d'abord d'où l'on vient. Parce que si on n'en a pas de racines, vous verrez que l'arbre, il aura du mal à tenir. C'est aussi la liberté d'être, c'est ensuite la liberté de faire, et puis enfin, c'est la liberté de créer. Alors, la question, c'est que est-ce que dans nos universités, nous, les CESU, en contact, en interface avec eux, est-ce qu'on a finalement toutes ces conditions réunies? Alors, je vais vous dire, oui, il faut savoir d'où on vient, et probablement, on n'est pas venu par hasard dans les CESU, dans les universités aussi. On n'est pas venu par hasard, et je pense qu'il est important, il sera important, Gaël, l'année prochaine, de fêter quand même les 50 ans des CESU, en tout cas des premiers CESU. Les premiers CESU sont nés à Toulouse, à Montpellier, un petit peu plus après à Amiens, mais aussi à Nancy, avec des hussards, qui étaient des hussards de la République de la médecine d'urgence. Et on voit le professeur Laringue, on voit le professeur Serre, le professeur Limitz, tous finalement des hussards, oui en effet, mais tous des universitaires. Et tout cela, c'est né autour des universités, mais autour aussi de valeurs. On voit aussi que la règle, ça permet aussi de progresser, de structurer cette liberté. Et regardez bien, hop, je reviens, je ne suis pas encore très bonne sur... Voilà. Alors ici, là, vous voyez que ça, c'est la création des différents CESU. Hop. Et on voit que les textes de 2006, là, sont venus quand même donner un grand coup de booster.
Donc ça, c'est une partie militante, et ça, c'est finalement une partie déjà un peu plus, on se met dans la loi. Vous voyez que la loi, ça permet aussi de faire progresser la liberté. Ben oui, on n'est pas venu par hasard dans les CESU. On n'est pas venu par hasard parce que on est aux confins de 3 structures, 3 institutions. D'abord, le CHU. Le CHU, c'est la loi de 1958, la loi Debré, qui voulait attirer en son sein l'excellence pour apporter à la population les soins excellents. Oui, oui, très bien, autour de 3 valeurs importantes, soigner, former et rechercher. Le CESU est aussi à la confluence du SAMU. On est proche du SAMU, ce sont les textes qui nous le disent, mais là encore, ce sont des valeurs. L'idée étant d'apporter l'excellence au plus près des patients, là où ils en ont besoin, pour les ramener justement sur ces pôles d'excellence. Et à l'heure où on est, au l'heure de la loi Matras, etc., il faut savoir retrouver justement nos racines, les raisons pour lesquelles nous sommes là, et il faut les défendre. Dernier point, l'institution, l'université. L'université, nous venons de citer des valeurs qui sont des valeurs universelles, où la transmission de ces valeurs universelles sont importantes, où les choses ne sont pas figées comme avec beaucoup de certitude. Au contraire, la science, c'est ce qu'on pourrait appeler le doute raisonnable. On va y retrouver cette atmosphère propice à la remise en cause dans les universités. Et vous voyez que le CESU se trouve à la confluence de ces 3 institutions. Former nos soignants, la population, en accord avec les recommandations scientifiques, et Christine le disait avec beaucoup de puissance hier, en effet, et autour de nos valeurs qui sont des valeurs éthiques. Donc ça, c'était ce qu'on appelait la liberté, nos origines, en quelque sorte, indispensable. Maintenant, la liberté d'être. Qui sommes-nous? Eh bien, d'abord, nous sommes des personnes qui sont loin du dogme. Hein. On n'est pas des gens de passion, si ce n'est la passion de transmettre. On n'a pas de conflit d'intérêts, ça c'est sûr. Et nos idées sont... En tout cas, on est loin d'idées préconçues. La réalité, bon, c'est une enquête que j'ai fait passer aussi, hein, d'accord. Mais globalement, c'est cela. 30 CHU, 100 CESU de CHU en France. Sur 102, ça représente quand même 1 400 000 heures d'apprenants, ce qui est quand même extrêmement important. 50% des activités de l'ensemble des CESU, 50% donc des formateurs formés sont formés dans les CESU de CHU. Ben, vous voyez que aussi les CESU non CHU ont toute leur part et on peut leur remercier. Il n'y a pas que les universitaires, en effet, et il faut savoir créer des liens dans nos réseaux. En chiffres, d'abord, les CESU de CHU, c'est un environnement de technologie, d'accord, innovant, okay, avec des espaces de haute fidélité. Et on va voir que dans 24 CESU parmi les 29 qui ont répondu, on a des mannequins de haute fidélité. Donc vous voyez qu'on rassemble au sein de nos CESU de CHU de la technologie, de la haute technologie, et avec, qui vient pointer des plateformes numériques, des simulateurs numériques. Certains utilisent la lunette avec des réalités virtuelles. Et on voit apparaître des salles immersives et même des acteurs. Nous, sur Montpellier, lundi, on recrute des patients standardisés. Donc vous voyez, on est à la pointe. Des surfaces quand même importantes, des surfaces d'enseignement qui accueillent tous nos apprenants, en moyenne 500 mètres carrés, ce qui est quand même beaucoup. Un espace pédagogique à la mesure de nos ambitions. Là encore, on voit qu'on a non seulement des espaces de simulation de fidélité, mais aussi on a des salles de simulation d'appel, mais on a aussi des unités mobiles de simulation. C'est une ruche d'experts en soins, on l'a dit. Nous sommes finalement les CHU, le soin, la formation, la recherche. Voilà ce qui nous retrouve, et on retrouve bien
à l'intérieur de nos équipes pédagogiques, à la fois de l'expertise médicale, à la fois de l'expertise infirmier, à la fois des ingénieurs. Certains se dotent d'ingénieurs en pédagogie. On en retrouve 2 là, ici. C'est sûr que sur Montpellier, on est en train de rechercher, je pense avoir l'accord pour avoir un ingénieur en pédagogie d'ici très peu de temps. Des techniciens aussi, entretiennent l'ensemble de nos espaces. Vous voyez que ces espaces sont des espaces avec des moyens et des espaces d'excellence. Des qualifications universitaires, on voit que 60% des médecins référents ont un pied dans l'université. En tant que PH chargé d'enseignement, ou bien sûr PUPH, et on voit poindre des professeurs associés. Mais nos CESU sont toujours très proches des SAMU. Dans 21 cas, ils sont toujours très très proches des SAMU, mais on voit tendre quand même une progression. Ils s'éloignent peut-être petit à petit et se rapprochent soit de plateaux de simulation hospitalo-universitaires, soit de plateaux universitaires tout simplement. Liberté d'agir, liberté de conscience, mais à partir de textes qui sont mis et qui sont plus ou moins appliqués, et on va voir dans quelle mesure. 2008, c'est la possibilité pour les universités d'habiliter des formateurs GSU, mais aussi de délivrer des FGSU. Bien sûr, à côté des CESU, à côté aussi du Val-de-Grâce, l'école du Val-de-Grâce. Ils peuvent d'ailleurs, ce texte leur donne une place au sein des RESU. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Les locaux des CESU sont sollicités quand même dans 20 facultés sur les 29 qui ont répondu. Le matériel pédagogique des CESU est sollicité dans 23 facultés sur les 29. Les formateurs des GSU, des CESU, sont sollicités dans les 25 facultés. Par contre, côté convention, elles sont plutôt polymorphes, voire pour 9 sur 21 CESU qui délivrent la GSU, il n'y a même pas de convention. Si on regarde un peu l'application des textes, on se rend compte rapidement que dans la moitié des cas, c'est respecté, c'est-à-dire que la GSU est délivrée lors du premier cycle, les 2 premiers jours, et le 3e jour en 2e cycle. Ça, c'est la norme, c'est ce qui devrait être appliqué. Mais dans la moitié des cas, la FGSU se résume pas, puisque, non, c'est ça, peuvent être réalisées en 3 jours lors du premier cycle, donc il n'y a pas de seconde session en 2e cycle, voire pas d'FGSU du tout, d'accord? Enfin, plus exactement, pas comme dans les textes, uniquement en e-learning, et même dans une faculté, on a un FGSU qui se résume à 7 heures de pratique. Des difficultés à réaliser donc l'FGSU, un grand nombre d'apprenants. Et on voit de plus en plus un nombre d'apprenants qui... On était sur des numerus clausus qui étaient très resserrés, c'est certain, mais qui ont progressé depuis maintenant une dizaine d'années. Mais là, on nous demande de former beaucoup plus d'étudiants. Et là, bien sûr, c'est limitant. C'est limitant pourquoi? Parce qu'on n'a pas autant de formateurs que cela, parce qu'on a des espaces qui sont, eux, restreints, parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour pouvoir renouveler le matériel, parce qu'on a un souci de disponibilité de salles, et tout simplement aussi un problème de planification. Dans le cadre des réformes universitaires, on se rend compte très rapidement que il faut se plier. Et aujourd'hui, la communication entre l'université et les CESU universitaires, enfin de CHU qui font le job pour l'université, les tensions aujourd'hui sont, enfin les climats, je dirais, deviennent un peu plus orageux.
pour des raisons qui sont des raisons d'augmentation du nombre des apprenants essentiellement. Bon, n'empêche que on est globalement quand même satisfait de travailler avec l'université. Les CESU, c'est bien sûr la FGSU dans les universités, mais c'est bien au-delà. Nous sommes des référents en pédagogie, en simulation, dans l'encadrement des ESMU, des externes bien entendu, et bientôt probablement pour les IPA et les ECOS maintenant. En effet, les CESU de CHU se sont engagés dans les mutations de la réforme, enfin cette réforme universitaire, en intégrant bien sûr les compétences. Nous sommes dans l'accompagnement en tout cas, et on voit que dans certains CESU de CHU, ça va même au-delà, puisqu'on intègre les équipes pédagogiques et on encadre l'ingénierie. Donc oui, nous sommes partie prenante. Bien sûr, je viens de le dire, on accompagne, mais c'est tout naturel, les formations des DESMU. Mais on va même au-delà, puisqu'on forme à la première garde dans nombreux CESU de CHU. Liberté de penser, maintenant, dernier volet, ce libre arbitre, indispensable. Oui, en effet, nous participons à la recherche, nous participons aussi à l'accompagnement de nos étudiants dans leurs travaux, leurs mémoires, et bien sûr, leur jury de thèse. Alors, les CESU sont-ils libres? Ben oui, bien sûr qu'ils sont libres. Ils sont libres tout simplement sur les pas de nos pères fondateurs. Ils sont riches. On est riches, nous sommes riches de nos expériences de soignants et l'expertise que nous apportons et l'enrichissement que nous pouvons apporter à nos enseignements. Riches de nos bilans, vous l'avez vu. Riches de cet engagement auprès de l'université dans l'accompagnement. Mais la grande question, c'est oui, mais d'accord, mais dans quel cadre? Et là, je fais référence à Montesquieu et je ne pouvais pas, Julien, ne pas parler de Montesquieu en parlant de la liberté. Oui, en effet, pas de liberté sans loi. Le problème, c'est qu'il n'y a rien aujourd'hui qui lie les CESU des CHU avec l'université. Or, les CESU de CHU ont toute leur place aujourd'hui, ont fait en tout cas, se sont idées en quelque sorte au sein des CHU. À quand une revalorisation, une reconnaissance? Voilà, la question est posée. Des questions juste avant que je dise 2 mots. Bon, alors, si pas de questions, merci beaucoup Blaise. Peut-être quand même quelques réponses ou quelques perspectives. Ce qu'on a vu là, c'est, et merci pour ce travail, les CESU de CHU. Les textes qui sont en préparation et qui vont sortir suite au décret concernant entre autres la réforme des études médicales, dans ces textes, il est largement précisé que les étudiants en santé, en médecine, et les autres aussi, vont aller ailleurs que dans les CHU. Et qu'il y a un développement, alors là je suis désolée, je suis obligée de prendre l'autre casquette, mais nous avons souhaité un développement territorial, souhaité que l'université sorte, y compris du CHU, que les étudiants, tous les étudiants, pharmaciens, dentistes, médecins, sages-femmes, et évidemment les étudiants de santé qui le font déjà, les paramédicaux, aillent ailleurs que dans les CHU. Et donc, voilà, et que la formation des étudiants ailleurs que dans les CHU peut y être assurée. C'était le premier point. Et que l'arrêté en préparation va sortir vraisemblablement avant la fin de cette année. Je pense qu'il faut être attentif à ce qui est en train justement de se passer dans le cadre de cette sortie de l'université. Et que, bien sûr, les CESU de CHU ont un lien direct avec l'université, mais
mais que pas que. Et si on veut ancrer nos professionnels de santé dans les territoires, et on parle beaucoup en ce moment de territoires sous-denses, si on veut ancrer les professionnels de santé dans les territoires, il faut que les territoires puissent fidéliser. Pour fidéliser, il faut effectivement qu'il puisse y avoir de la formation qui se fasse ailleurs que dans les CHU. Et donc voilà, c'était le premier point que je voulais souligner en disant oui, bien sûr, mais. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, il va y avoir, et ça va être écrit très largement, et je dirais que financièrement, les choses aussi ont été suivies. Et d'ailleurs, il y a eu, et vous le savez, 6 millions d'euros qui ont été débloqués, 3 millions par le ministère des Solidarités et de la Santé et 3 millions par notre ministère, pour qu'il puisse y avoir de la simulation, justement, non seulement au sein des universités, mais également en lien et mutualisé avec les établissements de santé. C'était une action conjointe des deux ministères. Et que regarder les textes qui sortent, c'est aussi le moment d'être proactif, proactif dans le cadre de nos réseaux, proactif dans le cadre des universités, pour qu'il puisse y avoir cette synergie qu'on appelle tous de nos voeux. Voilà, c'était « Soyez vigilants aux textes qui sortent ». Vous imaginez bien que je ne peux pas trop développer plus que ça, sinon ça ne serait pas bien logique. Mais les CESU, comme d'autres, font partie de tout ce qui peut être mis en place pour améliorer la formation. Je terminerai en disant que le décret, les textes qui sont sortis pour les étudiants en médecine de premier cycle et deuxième cycle vont être modifiés, ils vont sortir là, et qu'il est clairement écrit dans les textes que l'AFGSU niveau 1, premier cycle, et l'AFGSU niveau 2, second cycle, peut être délivré par un praticien désigné par le doyen. Voilà, après, tout est possible et on croit vraiment beaucoup à la synergie et à la mutualisation des compétences dans le domaine de l'université. Je voulais juste le dire et le dire peut-être un peu officiellement.